Bonjour à toutes et à tous, chers CGP, bienvenue sur CGP TV, votre télé, où nous traitons des actualités qui sont nombreuses et variées, je crois que l'on peut le dire. Et là, nous allons revenir sur un sujet très important qui est la finance responsable, avec nos deux participants à cette émission que nous remercions déjà. Madame Léa Dunant-Châtelet, bonjour madame. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes responsable du pôle ISR de DNCA, la société de gestion. Et Daniel Collignon. Daniel Collignon, bonjour. Bonjour. Directeur général de Spirica, donc assureur, porteur de risques. Alors, pourquoi la finance responsable ? Je crois que cet été a été meurtrier. Le rapport du GIEC nous a fait peur. Les événements climatiques, les morts en Allemagne, dans des coulées de boue à quelques pas de chez nous. La crise sanitaire, tout nous ramène à cette nécessité de protéger, si ce n'est la planète, au moins l'humanité. Et nous en avons tous conscience. Il en va de notre responsabilité individuelle, mais aussi lorsque l'on investit. Et le choix de ce placement financier, vraiment ces fameux fonds ISR, nous permettent d'orienter notre épargne. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui vers la protection, en tout cas, de ce que j'appellerais de cet environnement. Alors, ces fonds socialement responsables, qui sont-ils vraiment ? Quelles sont les différences dans les labels ? Parce qu'il y a plusieurs labels, dont un qui est très important, c'est le fameux label ISR, on reviendra. Est-ce qu'on peut faire confiance en ces labels ? Quelles sont les nouvelles réglementations à venir ? Parce qu'elles sont là. Et bref, comment investir dans les fonds responsables ? Nous allons revenir sur ces grandes notions dans un premier temps de ce marché. Alors, juste quelques chiffres que j'ai pris donc au 30 août, c'est assez récent, 2021, il y avait 752 fonds labellisés ISR pour 601 milliards d'euros. Et il y a un an, un peu plus d'un an, en fin juin 2020, il y avait 466 fonds seulement pour 212 milliards d'euros. Ça, c'est les sources, c'est le rapport de l'Inspection générale des finances sur l'ISR qui date de décembre 2020, et c'est les sources aussi du label ISR. Alors moi, tout de suite, Léa Dunant-Châtelet, j'aurais voulu poser la question, l'ISR, est-ce maintenant ? L'ISR, d'abord, ça a plus de 20 ans. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Je pense que ça n'est absolument pas nouveau. C'est un domaine qui est en crise de croissance. Vous l'avez dit, les fonds se démultiplient. Il y en a plus de 1000, même maintenant. Novetic a publié ses chiffres hier. Donc, on voit bien qu'on est à une croissance à 2 chiffres, comme on dit pour les entreprises, depuis un certain nombre d'années. Et on arrive dans une situation où, finalement, il faut structurer les démarches, il faut les comprendre, il faut les rendre pédagogiques. C'est absolument pas le cas. C'est pour ça que vous avez parlé de la régulation, et on en reparlera ensemble après parce qu'elle va être très importante. L'ISR, c'est maintenant parce que la société, en effet, a eu des prises de conscience très fortes. Vous avez parlé du GIEC, du dernier rapport, vous parlez des catastrophes naturelles. Tout ça est une évidence, finalement, qui fait que, je dirais, tout un chacun, dans sa vie quotidienne, réalise peut-être que sa manière de fonctionner n'est peut-être pas durable et va répercuter tout ça dans tout un tas de sujets de sa vie. L'épargne, eh bien, c'est un des sujets de la vie de tout le monde, et donc la manière dont on va utiliser son épargne devient quelque chose d'important. Par contre, le lien entre l'ISR et l'épargne, c'est là où la pédagogie elle va être importante, n'est pas toujours fait. C'est-à-dire que on ne sait pas finalement, quand on dit moi j'ai envie que mon argent soit utile, donner du sens à cet investissement, on ne sait pas trop comment le faire. Donc l'ISR, dans sa philosophie, oui c'est maintenant, la société est en train de changer. En revanche, comment ? Là il y a encore beaucoup de progrès à faire. Vous ressentez une appétence de votre... de vos clients aujourd'hui, plus qu'auparavant ? Est-ce qu'il y a vraiment un déclencheur ? Est-ce que ça qui s'est passé peut-être là, dans les semaines qui viennent de s'écouler ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ? Les typologies de clients, si vous voulez, on était sur de l'institutionnel pur au tout départ. D'ailleurs, même des congrégations religieuses bien avant ça. Ça, c'est vraiment le tout départ dans les années 80. Ensuite, les institutionnels, donc plutôt les assureurs, les fonds propres de banque, les caisses de retraite. Et puis, on ne s'en est pas aperçu, mais une grosse partie de l'ISR depuis les années 2000, c'est l'épargne salariale. C'est-à-dire que finalement, le client particulier, indirectement, il était déjà dessus parce qu'il y avait eu des lois pour accompagner justement l'épargne vers les fonds dits durables. Là, ce qu'on voit arriver, c'est l'ISR je vais chez mon banquier, je vais voir mon assureur dans le cadre de mon assurance vie, je lui pose des questions et je veux avoir des fonds dits durables. Là, on n'a pas complètement encore adressé l'intégralité du marché. En revanche, les profils des personnes qui s'y intéressent sont plutôt les personnes jeunes, la nouvelle génération. Et ça, c'est un fait. C'est un fait marquant. Daniel Collignon, petite précision, est-ce que vous sentez, vous êtes avec les CGP notamment, puisqu'on est sur CGP TV, est-ce que vous sentez une appétence
Écoutez, sur ce type de fonds. Sur l'ISR, nous, on a essayé de lancer notre premier fonds ISR il y a un peu plus de 10 ans. Donc avec uniquement des unités de compte ISR. On a dû en vendre 20, dont une dizaine à ceux qui avaient créé le concept. Donc, alors, depuis, l'ISR, c'est quelque chose, on en parlera, mais qui est très complexe à comprendre. Parce que lorsque l'on dit, tiens, vous avez un fonds ISR, c'est quoi ISR ? C'est un best in class. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un pétrolier qui a fait 2 marées noires sera rejeté, alors que celui qui n'en a fait qu'une pourra être retenu. C'est un peu le... Bon. Donc, si on s'adresse au CGP, il y en a qui sont complètement dedans, mais une faible proportion. D'accord. Et surtout, leurs clients, je ne dirais pas que ça ne les intéresse pas, mais ce que Léa disait tout à l'heure, ce sont les jeunes qui sont intéressés essentiellement. Et l'argent des CGP, il est chez des personnes moins jeunes, par définition. Et donc, lorsque nous réfléchissons à l'ISR, enfin à l'ensemble des fonds, je dirais de manière plus large, des fonds à impact qui portent un message, qui portent une volonté de faire quelque chose, on pense aux jeunes, on pense à créer des contrats qui soient souscrits dès 30 ou 35 ans, ce qui est un autre problème. D'accord. Donc il n'y a pas de... C'est pas encore massif. C'est pas encore l'engouement massif, effectivement. L'engouement massif. Alors vous avez évoqué un certain nombre de choses et c'est important, c'est complexe. C'est complexe au niveau de... Et on voit bien selon les rapports et les études, alors je vais citer juste au hasard comme ça, le fameux rapport de l'Inspection Générale des Finances qui disait que 94% des fonds labellisés ISR contribuent à financer des entreprises, mais mettant entre parenthèses que cela c'est controversé. Et l'AMF avait publié une enquête en septembre 2019 qui disait que 61% des épargnants de ces répondants faisaient moyennement ou pas du tout confiance au label. Le rapport d'IGF parle de promesses confuse. Plus près de nous, on a créé un indice CAC ESG qui a été lancé en mars 2021, donc c'est vraiment tout récent. Et on a vu quelques polémiques, telle valeur qui est leader mondial de l'habitat durable n'y est pas, alors que telle valeur, je ne les cite pas exprès, qui vend de l'alcool est présente dans cet indice. Donc voilà, ça... Comment rassurer Léa Dunant-Châtelet quelles sont finalement, nous rappeler peut-être les différentes notions, RSE, ISR, ESG, il y a de la confusion. Vous avez parlé de fonds à impact, Daniel, tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un fonds à impact ? D'accord. RSE, ISR. Alors j'allais reprendre les 3 acronymes. Ouais. C'est important parce qu'on est en France, alors il y a beaucoup d'acronymes. Ouais. Et dans l'ISR, il y en a beaucoup. La RSE, c'est la responsabilité sociale d'entreprise. L'ISR, c'est l'investissement responsable ou socialement responsable. Et le ESG, c'est l'environnement, le social, la gouvernance. Le chapeau à tout ça, c'est le développement durable. C'est ce concept de finalement produire et de pouvoir effectivement laisser suffisamment de ressources naturelles aux générations futures. Ça s'applique au niveau de l'entreprise à travers la RSE. Une entreprise qui applique le principe du développement durable dans sa manière de fonctionner, elle va publier un rapport de responsabilité d'entreprise, de social d'entreprise. L'investissement socialement responsable, c'est un produit financier qui applique justement les principes du développement durable dans sa sélection de valeurs. Donc c'est le concept du développement durable dans le produit financier. L'ESG, c'est quoi ? Eh bien, c'est le modèle d'analyse du développement durable à travers ces 3 piliers que sont l'environnement, le social et la gouvernance. Voilà pour les acronymes. Derrière tout ça, les fonds, alors impact, thématique, best in class, best in universe, on n'y comprend rien, soyons clairs. Moi-même qui travaille là-dedans depuis bientôt 20 ans, je m'y perds. L'impact, en fait, c'est plus qu'un concept. C'est l'attente de l'épargnant derrière de se dire, je mets 1 euro là, à quoi j'ai contribué, je veux le mesurer, je veux un impact. Donc un fonds à impact, pour l'instant, c'est très mal défini. Ça a été de la finance solidaire, de la finance participative, du crowdfunding, éventuellement du private equity. Si on parle des fonds d'une manière plus générale, c'est le simple concept de se dire, eh bien, je vais attendre de mon produit financier une performance financière, évidemment, mais aussi une performance extra-financière. Soigner des patients, investir dans des énergies renouvelables, recycler des matières premières, et ainsi de suite, que ce soit mesurable. D'accord. Alors, vous me rassurez déjà en disant que c'est vous-même, des fois, vous ne le retrouvez pas, parce que ça me rassure à titre personnel. Alors, un fonds à impact, est-ce que c'est supérieur à un fonds labellisé ISR ? Je ne sais pas, je pose une question, mais vraiment des néophytes ou pas ? Alors, en fait, ça n'est pas comparable, dans le sens où, et vous l'avez très bien dit, il y a une crise de crédibilité qui accompagne cette crise de croissance. Donc, les labels ISR finalement, est-ce qu'on peut avoir confiance dans un label ISR ? Je pense surtout qu'on les a très mal expliqués. Un label ISR, ce n'est pas un gage de qualité de produit, c'est un gage de processus. Il consiste en 3 choses, c'est-à-dire
vous analysez les entreprises sous l'angle du développement durable, vous utilisez cette analyse pour finalement enlever éventuellement des valeurs que vous considérez pas suffisamment bonnes sur ces enjeux-là ou avec trop de controverses ou trop mauvaises, mais c'est subjectif. Et puis vous constituez un portefeuille et à la fin vous donnez un reporting, troisième et dernière étape, à votre client. À aucun moment on vous dit il faut pas de pétrole, à aucun moment on vous dit il faut pas de tabac, jamais. Donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ouvrez le capot et vous vous apercevez que vous avez des fonds dans lesquels vous avez des valeurs complètement contre-intuitives avec le développement durable. Le manque de standards apporte cette incompréhension. Le manque de standards apporte cette incompréhension. Alors, parce qu'une question qui peut se poser, est-ce que tous les fonds ne vont pas devenir ISR demain ? Moi, j'ai l'impression que tout le monde va être... C'est déjà quasiment le cas. Et c'est ce que la régulation est en train d'amener, la régulation européenne. Donc oui, absolument. C'est à horizon de 3 ans. Alors parlons de cette régulation européenne, parce qu'elle vient d'arriver. Elle est rentrée en vigueur en mars de cette année, encore 2021. Cette fameuse, on l'appelle disclosure ou SFDR. La directive durabilité. La directive durabilité. Pour la traduction française. Voilà pour la traduction. Alors expliquez-nous, Daniel Collignon, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette réglementation et après, Léa, je voudrais avoir... parce que vous nous avez dit, oui, les labels, il y a de la confusion, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Moi, si je suis épargnant, je veux investir dans l'ISR. Mais déjà... juste un petit mot pour revenir sur les fonds à impact avant de passer à la durabilité, qui est un élément intéressant. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est clé, on le sait tous. Lorsqu'on vous dit investissez dans un fonds immobilier dans lequel l'ensemble des immeubles va être neutre en énergie, va suffisamment créer d'énergie par des panneaux solaires, par tout un tas de choses. C'est quelque chose qui est clair. On sait ce que ça représente et on sait que ça va faire beaucoup, puisque l'immobilier consomme beaucoup d'énergie, que ça va faire une baisse de consommation d'énergie. Lorsqu'on vous dit que vous investissez dans un fonds à moins 1,5 degré, ça veut dire quoi ? Pourtant, c'est aujourd'hui... Donc, il y a derrière ces concepts aussi un langage de spécialistes, mais qui n'est pas du tout destiné à être compris du grand public. Revenons à durabilité. Oui, il y a cette fameuse durabilité. Alors, durabilité, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est la classification des intentions. Vous ne vous intéressez pas du tout à l'ESG, vous êtes article 6. Vous avez certains critères qui concernent l'ESG, vous êtes article 8. Et vous êtes 100% ISR, 100% ESG, vous êtes article 9. Et derrière, on vous dit, vous avez le droit de le dire, mais il faut expliquer pourquoi vous le dites. Il faut expliquer quels sont vos critères, comment vous fonctionnez, si vous avez un indice de référence. Et effectivement, c'est une volonté du législateur, en l'occurrence européen, de clarifier le sujet pour qu'on ne parle pas d'ISR à tout bout de champ, et que ça concerne ceux qui font presque rien, ceux qui font tout, et puis le magma entre les deux. Donc c'est intelligent, mais comme d'habitude, c'est une couche de réglementation supplémentaire, parce qu'on en parlait déjà dans Pacte. Dans Pacte, on avait déjà l'obligation de mettre un fonds ISR, un fonds solidaire, un fonds vert, au moins à partir de 2022. C'est pas très, très compliqué. Mais en tout cas, et puis il faut aussi expliquer quelle est la proportion des fonds ISR qu'on a dans l'ensemble des fonds qu'on propose. Imaginez que c'est comme ça qu'on va convaincre les épargnants de venir à l'ISR. C'est un rêve de fonctionnaire. Mais alors, c'est étonnant. Donc, j'ai un fonds, donc 3 types de fonds, articles 6, 8 et 9. Donc, 8 et 9, je suis, on va dire, ISR compatible, financement durable compatible, si j'ai bien compris. Article 6, finalement, je m'y intéresse pas. Sur un plan marketing, je sais pas, je me tourne vers la société. Alors, vous avez envie de faire des articles 6 ? Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord. En fait, je vais vous dire pourquoi. D'abord, il faut être extrêmement prudent. C'est une régulation qui est ce qu'on appelle une hard law. On sort du label. Le label, c'est de la soft law. Personne ne vient vérifier ce que vous racontez, plus ou moins des auditeurs. Là, c'est de la hard law. Là, c'est l'autorité des marchés qui vient vérifier ce que vous racontez. C'est dans vos prospectus, ça doit être contrôlé. C'est important, oui. C'est essentiel. Parce que toujours pareil. C'est essentiel. Et c'est donc d'autant plus essentiel d'être prudent et d'être patient. Moi, cette loi est arrivée en fin d'année dernière avec une mise en application en mars de cette année. 1/3 des fonds ISR ont été déclarés article 9. Je ne sais pas comment ces gens ont fait. Parce que c'est une loi qui était extrêmement récente et extrêmement rapide et qui demandait des ajustements non négligeables dans des documentations, mais aussi dans des process. Y compris pour les fonds, je dirais, les plus purs, les plus à impact, qui, on va dire, collaient assez bien à l'article 9. La différence entre l'article 6...
des fonds qui ne prennent pas en compte la durabilité. Donc ça peut être des gens qui ouvertement vous disent « Moi, franchement, c'est un sujet, je trouve que ça n'a aucun intérêt. » Admettons. Vous aurez aussi des classes d'actifs pour lesquelles ça n'aura pas de sens. Ne l'oublions pas. On parle de la govise, de fonds global macro, par exemple, des choses qui... même des long shorts... Je ne sais pas comment on analyse la durabilité, moi, dans ces... Donc ça peut être de l'article 6 et l'expliquer. Donc, oui, on ne sait pas. En tout cas, on ne nous a pas donné les clés. Article 8 et article 9, là, il y a une vraie distinction qui est fondamentale. Vous l'avez dit d'une certaine manière. La première, c'est que vous allez regarder la durabilité. En revanche, ça ne sera jamais un objectif de gestion. C'est-à-dire que quand vous allez acheter ou vendre une valeur, à aucun moment, vous allez vous poser la question si elle va vous aider à atteindre un objectif extra-financier. Vous êtes article 9 à partir du moment où, dans votre philosophie de gestion, vous avez un but extra-financier qui est écrit dans votre prospectus. Par exemple, contribuer à l'alignement 1,5 degré, 2 degrés. Ok, c'est ça mon objectif. Quel est mon indicateur que je vais mesurer tous les jours et qu'est-ce que je me mets comme objectif à atteindre ? Comme un objectif financier, eh bien, je veux avoir une baisse de l'intensité de carbone de mon portefeuille de 5% par an minimum. C'est dans le noir sur blanc dans mon prospectus, et donc quand je passe un ordre, moi qui suis gérante, eh bien, je me pose la question de si cette valeur va contribuer positivement ou négativement à l'atteinte de cet objectif. Ça, sur la place de Paris, c'est moins de 5% des fonds. D'accord. Donc de voir cette profusion, c'est un risque d'abord de réputation très important. On l'a vu avec DWS récemment. Et ça va continuer, et c'est une bonne chose, parce que ça va redonner de la confiance, justement, aux clients et aux épargnants derrière. Donc, il peut y avoir des sanctions. Vous disiez que c'était contrôlé par l'autorité des marchés financiers, donc c'est sanctionnable. Pour le CGP, finalement, lui, ne peut pas se dire, je conseille à mon client, finalement, vous allez investir en quelque chose qui a un impact, puis finalement, est-ce que ça veut dire aussi, déjà qu'en amont, il va falloir qu'il fasse un test d'adéquation, lui, déjà? Oui, alors, le CGP, c'est dans la refonte de DDA, on va l'obliger à vérifier auprès de son client s'il est orienté ISR ou pas, pour pouvoir après lui conseiller. Il y a des dimensions dans tous les sens. Il faut vérifier son appétence au risque, il faut vérifier ses objectifs, il faut vérifier son allocation. Puis maintenant, il faut vérifier si on fait une allocation qui est plus orientée ISR ou pas du tout orientée ISR. Une couche de plus. Mais en tout cas, c'est effectivement une obligation qui va rentrer en vigueur. Enfin, je ne suis pas sûr que ça a déjà été adopté, mais c'est pratiquement sûr que ça va l'être, qui va rentrer en vigueur dans l'année qui vient. On a quand même... Alors peut-être que là je me trompe, mais c'est très subjectif. Mais qui va dire je veux l'article 6, enfin cet article 6, je reviens toujours à cet article 6, même si on a bien compris que tous les fonds ne pourront pas par nature entrer dans les articles 8 et 9, mais est-ce que... Figurez-vous que la manière dont vous posez la question en soi est une réponse, puisque pourquoi on dit non, je veux surtout pas d'article 6, parce que tout le monde a dit oulala, mais ceux qui ne regardent pas la durabilité sont des grands méchants. Personne n'a expliqué la loi comme je viens de vous le faire en vous disant il y a peut-être des endroits dans les investissements où la durabilité n'a pas vraiment de sens. Donc ça, c'est vraiment un travail du CGP. En plus, enfin, je dirais, c'est une connaissance supplémentaire. C'est un travail du CGP, mais il va falloir lui tenir la main. Bien entendu. Et pour ce faire, nous, par exemple, on a proposé une gamme de fonds ISR qu'on a étudiés, qu'on a essayé de comprendre pourquoi ils étaient plus intéressants que d'autres. Donc une surcouche qu'on a rajoutée en fonction de notre propre expertise. Il y a quelque chose qui est très, très intéressant aussi en la matière, c'est que l'immobilier s'y met aussi. L'immobilier, c'est une classe d'actifs quand même qui est très prisée des épargnants. Le fait que l'on puisse dire aujourd'hui, j'achète de l'immobilier qui va contribuer à quelque chose, transformer des bureaux en habitation, être bas carbone, construire des logements pour des associations qui logent des sans-abri, enfin, des choses qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement positives. On est en train d'y arriver. Alors en face, vous avez des clients qui vous diront pas, ça ne m'intéresse pas, parce que même quand ils se regardent dans la classe, c'est difficile de dire que ce genre de choses n'intéresse pas, mais qui vous diront, mon épargne, c'est mon épargne. Moi, ce qui m'intéresse sur mon épargne, c'est la performance financière. Pour le reste, je fais des dons. Oui, c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré en faisant des produits dont une partie de la rentabilité était dédiée à une association. Et on a toujours eu cette réponse. Mélangez pas. Je crains qu'on l'ait un peu aussi en la matière. D'accord. Au niveau justement de DLCA, vous, comment vous pratiquez dans cet écosystème, à la mode, écosystème finance responsable, et on a longtemps parlé
de performance un peu décalée, voire de sous-performance, disons-le. Est-ce que c'est vrai tout ça ou Ah oui, est-ce que c'est très bien que vous posiez la question parce fini. que ça permet de rebondir sur ce qui vient d'être dit par Daniel sur la philanthropie. C'est vrai que souvent on a cette réflexion on ne mélange pas les deux parce que l'ISR ne permet pas de faire de la performance. Ça, c'est galvaudé et c'est surtout lié à l'historique, notamment des fonds best-in-class indiciels où, très honnêtement, qu'est-ce qu'on est allé faire ? On est allé chercher des gérants qui étaient dans un placard parce qu'on ne savait plus quoi en faire et on leur a dit au début des années 2000, vous allez gérer un fonds ISR parce que personne ne voulait le faire. Et donc, ce n'était pas les meilleurs. Aujourd'hui, vous avez des bons gérants ISR et ils performent extrêmement bien, voire même ils arrivent à anticiper beaucoup de choses, il y a des grands scandales, c'est surtout dans la notion de risque. Bon, ça c'est la première réponse qui est extrêmement importante à mon avis à garder en tête. Alors après, vous m'avez dit chez DNCA, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'aujourd'hui, alors d'abord on n'a pas été pionnier, loin de là. Très très loin de là. Moi je suis arrivée en 2018, donc on va pas vous expliquer qu'on fait de l'ISR depuis toujours. On a rattrapé le train comme on a pu avec une démarche entreprise et une démarche produit. La démarche entreprise, elle s'est construite progressivement. Aujourd'hui on va sortir notre premier rapport de développement durable, je pense que c'était important. On a sorti notre premier rapport de trajectoire et DNCA n'est pas aligné de degrés dans ses investissements. Ce n'est pas une surprise, c'est un constat. On commence à se poser la question des objectifs, on en a mis, ils ne sont pas chiffrés. Est-ce qu'on va baisser notre empreinte carbone et la température de nos fonds de X% dans les 5 prochaines années ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de recul, donc c'est extrêmement important d'être humble par rapport à ça. Oui. Mais tout ça est transparent. Le chapeau, d'ailleurs, est transparent. Sur les parties produits, eh bien, finalement, on va un peu dans le sens de la réglementation. D'abord, on passe au tout ISR, en fait, parce que je considère aujourd'hui qu'il est absolument impossible de faire de la gestion de conviction sans y intégrer les critères extra-financiers. Et on va avoir une gamme ISR labellisée qui est dite responsable, où vraiment on exclut les mauvais élèves, ceux dont on considère que leurs pratiques ne sont pas bonnes. Et puis une gamme qui s'appelle Beyond, qui est très restreinte, qui fait 5% de nos encours et qui, elle, va se concentrer sur l'impact, justement, et ce fameux article 9. Ça restera une niche. Le reste, ça va être à peu près 80% de nos encours. Et les articles 6, dans cette classe d'actifs, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Tout ça doit être expliqué au réseau de distribution. On est d'accord, parce que là, je vois, moi, des labels ISR, mon fonds est labellisé ISR, mon fonds... Bon, stop. Ouais. Parce que je peux être un peu brutal, disons stop avec ça. Il va falloir revenir un peu dans le moteur et qu'il y ait des professionnels qui expliquent aux distributeurs qui vont avoir une responsabilité quand même, d'une certaine façon, puisqu'ils vont devoir faire un questionnaire des finances responsables, développement durable à leurs clients. Donc là, ça va demander peut-être une autre façon de travailler, une autre façon de diffuser de l'information, comment ça va se passer. Alors, je crois que très clairement, je le disais tout à l'heure, il va falloir qu'on prenne par la main ceux qui sont intéressés pour les aider à concrétiser. L'ISR intéresse des populations qui est plutôt plus jeunes, donc nous on travaille sur des sujets qui sont très connexes, et puis aussi, on se dit aussi qu'il faut les prendre par la main en leur donnant des gestions toutes faites. Et en l'occurrence, on travaille avec DNCA pour faire de la gestion pilotée ISR, parce que ça permettra de dire, non seulement vous n'avez plus qu'à choisir le niveau de risque accepté, et après, on travaille pour vous selon des critères qu'on vous définit très clairement, et puis on essaye de toucher des populations qui sont plus jeunes, qui sont sans aucun doute, plus sensibles à ce genre de questions que les populations plus classiques des épargnants. Plus sensible et peut-être plus dur, si jamais, entre guillemets, finalement, le promoteur se trompe, ou le trompe, d'une certaine façon. On a vu ce qui est arrivé à un cimentier c'est tout récent, donc qui a fricoté avec des organisations terroristes, et donc qui a disparu. Et c'était quand même un grand nom. Donc on sent bien qu'il y a quand même une pression qui est excessivement forte, tout de même. Vous ressentez cette pression excessivement forte sur les entreprises, vous, en tant que gérant? Alors nous recevons des lettres de particuliers dans le cadre de leur assurance vie aujourd'hui qui nous posent des questions sur des valeurs détenues en portefeuille. Mais ça, c'est formidable. Et c'est formidable, mais c'est permis pour une seule raison. Et je crois que pour moi, c'est l'essentiel aujourd'hui. N'ayant pas encore de normes et de régulations vraiment précises et de capacité à comparer vraiment les stratégies, eh bien, nous, on est transparent sur le contenu des portefeuilles, notamment sur les reportings d'impact. On utilise les données des entreprises uniquement.
tout ce qui est agences de notation qui font 90% du marché de l'ISR, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a derrière, vous avez une totale opacité sur la manière dont c'est fait, donc on fait tout en interne, et surtout vous allez sur le site internet et vous avez la composition du portefeuille. Pourquoi ? Parce qu'il y a autant d'ISR que de clients en face. Donc moi je ne peux pas dire à tous les clients que je fais exactement comme ils veulent. Je sais que certains vont vouloir des exclusions sectorielles, d'autres vont vouloir faire que de l'environnement, d'autres vont vouloir intégrer les entreprises qui sont en mutation. Il faut qu'ils sachent dans quoi ils investissent, que ce soit clairement établi, et vous ne pourrez pas être pris à contre-pied de cette manière-là, parce que la transparence aura été là dès le départ. Je vous sens très loin du greenwashing. J'espère. En tout cas, ça transpire dans vos propos, et c'est très intéressant de le noter, parce qu'il y a un peu cette peur voilà, je repeins tout ça en vert, et puis voilà, c'est bon, on roule comme ça. Donc merci pour cette franchise. Une dernière question, et là c'est pour Daniel Collignon. Est-ce que notre fonds en euros peut devenir vert, ISR, financier, financement durable? Alors, il n'est pas mort, notre fonds en euros, il est toujours là. Un fonds euro, on rentre dans le domaine que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est le fait qu'il y a des placements qui ne sont pas classifiables en la matière, et c'est compliqué. Donc, sur les fonds euros, je pense que beaucoup d'assureurs font des efforts. Nous, on a une classification des entreprises. Les mauvaises classifications, on ne les investit pas. On cherche à avoir des meilleurs niveaux, parce que on aime aussi à se regarder dans une glace. De là, en faire une communication, même article 8, on n'y est pas encore. C'est compliqué. Rappelons sur ce point que le portage à court terme, c'est antinomique avec la gestion développement durable qui a une horizon de long terme. Ces produits sont quand même construits totalement différemment. Parfait. Léa Dunon-Châtelet, merci beaucoup d'être, je rappelle, responsable du pôle ISR de DNCA. Merci d'avoir répondu à nos questions. Daniel Collignon, directeur général de Spirica, merci d'être venu et revenu sur notre plateau. Nous vous disons à très bientôt pour une autre émission de CGP TV, et à bientôt pour la suite, bien sûr, de nos émissions. Merci.